Après les sinistrés de Kinshasa, la société Angel Cosmetics à la rescousse des déplacés des guerres de Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Plus de 10 000 ménages victimes des atrocités des guerres dans différentes localités de cette partie du territoire national viennent d'être assistés en vivres et non-vivres ainsi qu'en médicaments. Financement des travaux de construction de barges, des ponts, des centrales hydroélectriques et d'autres projets industriels, les fonds de promotion de l'industrie FPI répondent bien à son objet social. À Kinshasa, à Mbuji-Mayi et ailleurs à travers la République, les effets des financements de ces établissements publics sont visibles pour le développement de la République démocratique du Congo. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement, dans une présentation de Ruben Mayoni Nsiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Monsieur, bienvenue à la Grand-Messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Fiscalité et développement de séjour par de la Direction générale des douanes et accises où la haute direction de cette régie financière ne lésine pas en tout cas sur les moyens afin de mettre en œuvre toutes les réformes nécessaires pour la modernisation des infrastructures douanières à travers les postes frontaliers du pays. À l'est et à l'ouest, au nord comme au sud du pays, les postes frontaliers ne cessent d'être modernisés comme vous allez le remarquer dans ce document que je vous propose de suivre. Regardez. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, est un service public doté de l'autonomie administrative et financière placé sous l'autorité directe du ministre des Finances. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, a 3 missions principales, à savoir fiscale, économique et sécuritaire. La douane congolaise a pour rôle de mobiliser les recettes douanières et accisiennes pour les comptes généraux du Trésor public. Pour réussir ces missions régaliennes, la DGDA travaille en étroite collaboration avec les autres services de l'ordre opérationnel, à savoir l'Office congolais des contrôles OCC, la Direction générale des migrations DGM et le service d'hygiène aux frontières. Il faut également citer d'autres partenaires comme la Société congolaise des ports et de transport SCPT, le guichet unique intégral du commerce extérieur, l'Office de gestion des fret multimodales OGFREM, Matadi Gate Terminal MGT, ainsi que les banques et autres transporteurs et commissionnaires en douane. C'est justement dans le cadre de sa mission économique et a pour but de faciliter et sécuriser les échanges commerciaux et la production locale des produits soumis aux droits d'accise, de protéger l'espace économique national particulièrement par l'application des normes aux frontières, de faire respecter les règles des politiques d'intégration du pays dans les communautés économiques régionales, d'établir les statistiques du commerce extérieur et de faciliter les échanges commerciaux conformément à l'accord de facilitation des échanges AFE signé à Bali en Indonésie le 7 décembre 2013 que la douane congolaise s'est engagée dans la modernisation de ses services en général et de ses postes frontaliers en particulier. C'est ainsi que le poste frontalier congolo-zambien du Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, a connu une véritable métamorphose depuis août 2018 grâce au partenariat public-privé conclu entre la DGDA et l'entreprise Trafigo Group, un sous-traitant de la douane congolaise. Cette firme a débuté les travaux de réaménagement, modernisation et numérisation des infrastructures dans ce poste frontalier hautement stratégique. À ce jour, la plateforme logistique est terminée. Elle permet à la DGDA d'absorber chaque jour 60 km de files d'attente des véhicules qui congestionnaient les voies routières de l'Afrique australe, favorisant ainsi les cadres de la facilitation du trafic international. Kasumbalesa est considéré aujourd'hui comme le plus grand poste frontalier terrestre d'Afrique australe. Nous sommes dans l'est du pays, au poste frontalier juxtaposé de la Grande Barrière
entre Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda. Avant sa modernisation, ce poste frontalier connaissait déjà un trafic commercial intense. Environ 15 000 personnes utilisent cette frontière dans tous les sens. Grâce au financement de la Fondation Howard Buffett, cet important poste frontalier de l'Est du pays a été modernisé. Les locaux, la salle de surveillance, les installations des panneaux signalétiques, les circuits d'entrée et de sortie et autres, toutes les infrastructures de ce poste frontalier ont été construites. Les mêmes travaux ont été amorcés à la petite barrière à la frontière entre Goma et Gisenyi. À ce jour, les services de l'ordre opérationnel au niveau de cette frontière travaillent en parfaite collaboration, ce à la grande satisfaction des opérateurs économiques. Toujours dans le cadre des échanges commerciaux entre la RDC et le Rwanda, au poste frontalier de la Ruzizi 1 à Bukavu, nous sommes dans le sud Kivu. Le bâtiment neuf sont sortis des terres pour abriter les services habilités à œuvrer aux frontières. La modernisation a porté sur les infrastructures à accès contrôlé, équipées des barrières à commande électrique, des circuits entrée et sortie, des locaux et bancs couverts pour le contrôle des marchandises et autres visiteurs, d'un système de drainage des eaux, d'une vidéosurveillance installée. Poste frontalier de Lufu, entre la RDC et la République d'Angola, nous sommes dans le Congo central à l'ouest du pays. Cette frontière hautement stratégique est en train de subir une véritable mutation. Les travaux de son aménagement et modernisation sont à court d'exécution. Ici, la douane congolaise a mis le paquet pour rendre fluides les échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola. Pour faciliter le dédouanement des marchandises, la DGDA a migré d'une douane à papier vers une douane sans papier. Les logiciels Sidonia World, installés dans la quasi-totalité de ces postes frontaliers, en est une parfaite illustration. Les salles de contrôle équipées d'écrans géants, la mise en place d'un système de suivi électronique des cargaisons en transit et d'un réseau automatique de la DGDA, l'interconnexion avec les partenaires, l'interface avec les guichets uniques intégral du commerce extérieur et la mise en place des panneaux signalétiques aux postes frontaliers sont autant de réformes engagées par la douane congolaise pour faciliter non seulement les échanges commerciaux, mais aussi maximiser les recettes publiques tout en combattant la fraude et la contrebande, ainsi que toutes les antivaleurs qui privent l'État de ses ressources. Parmi les recettes encadrées et ordonnancées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD figurent les recettes administratives et judiciaires. De quoi sont-elles constituées? La réponse dans cet élément. Conformément à la volonté du législateur et en marge du décret numéro 0058 du 27 décembre 1995, portant sa création, son organisation et son fonctionnement, la DGRAD encadre toutes les recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations qui émargent au budget général de l'État. S'agissant des recettes administratives, elles sont constituées des droits, taxes et redevances dus par les usagers des administrations et services publics de l'État. Elles sont payées en contrepartie des actes ou documents administratifs. Pour ce faire, la DGRAD s'occupe de deux dernières phases, c'est-à-dire de l'ordonnancement et du recouvrement, alors que les deux premières phases, entendées par là la constatation et la liquidation, sont exécutées par les services d'assiette des administrations concernées. Quant aux recettes judiciaires, ces dernières sont constituées des droits, taxes et redevances générés par les cours, tribunaux et parquets, ainsi que l'administration du ministère de la Justice et la police nationale congolaise. C'est le cas par exemple des amendes pénales, des frais de production de jugement, des droits proportionnels et autres qui soient des recettes ayant trait aux dossiers judiciaires des différents cours et tribunaux ainsi que d'autres instances judiciaires. Ces recettes émargeant au budget de l'État constituent les recettes non fiscales de l'État par opposition aux recettes fiscales recouvrées par la Direction générale des impôts DGI ou encore
les recettes douanières et accisiennes de la Direction générale des douanes et accises DGDA. Le ministre des Finances, Sélé Alagouli, s'est entretenu le mercredi 26 février 2020 avec les représentants des délégations syndicales des régies financières DGI, DGDA, DGRAD. Ces dernières ont soumis leurs doléances à l'Argenté nationale qui a pu se faire une idée exacte des conditions de travail des cadres et agents des régies financières pour mieux booster la mobilisation des recettes de l'État. Reportage signé Jean-Louis Miasokama et Étienne Abenga. Au niveau des régies financières, le mécontentement est total. Nous ne sommes pas venus voir le ministre parce qu'il a voulu nous recevoir. Non, nous sommes venus voir le ministre parce que les agents des régies financières sont en colère. En effet, les primes de rétrocession tardent à être payées. La rétro du mois de janvier devrait en principe être payée le 15 février. La rétro du mois de décembre 2019 devrait être payée le 15 janvier. Mais vous allez comprendre que jusque vendredi passé, pratiquement vers la fin du mois de février, nous n'avions pas encore la rétro du mois de décembre. Nous n'avions pas encore la rétro du mois de janvier. Pour les primes de rétrocession de janvier 2020, un compromis a été trouvé. Le compromis est d'abord que le mois de décembre est déjà payé. Le mois de janvier est déjà dans le pipeline et le ministre nous a donné sa parole qu'au plus tard, le 6 mars, c'est-à-dire vendredi de la semaine prochaine, il va ordonnancer, le mois de janvier sera payé. Ça signifie quoi? L'argent sera crédité dans le compte des régies le 6 mars, au plus tard. Pour les primes de février, il faudra attendre. Le mois de février, nous ne pouvons pas demander le paiement maintenant parce que le mois lui-même n'est pas encore arrivé à son terme. En somme, un accord a pu être trouvé avec le ministre des Finances. Et nous avons convenu avec le ministre qu'il fasse un effort pour qu'on revienne aux anciennes pratiques. Ça veut dire chaque le 15, la rétro est libérée. Comme ça, les agents seront motivés pour vraiment maximiser les recettes. Vous ne pouvez pas demander aux agents une chose et son contraire à la fois. À la DGRAD, il y a rupture du dialogue social. Le dialogue social a été rompu. Madame, son Excellence a promis qu'à son retour, parce qu'il va faire un déplacement, il va mettre autour de la table les bancs syndicales et la direction générale de la DGRAD pour régler une bonne fois pour toutes cette question. Il faut y ajouter la question de la prime spécifique. Par rapport à la prime spécifique, une commission est instituée pour examiner la faisabilité. Afin que, parce qu'il est anormal que les agents des régies financières qui mobilisent les recettes se retrouvent comme des mal-aimés face à ceux qui dépensent l'argent que nous produisons. À la DGI, la question des compensations est toujours en suspens. La compensation de la DGI, avril et mai, le ministre a demandé que les DG puissent certifier ça afin qu'on puisse libérer. À la DGDA, 1800 agents ne sont pas encore régularisés. Pour les 1800 agents de la DGDA qui ne sont pas payés en salaire de base, une lettre est en train d'être écrite au ministre de la fonction publique sous la signature du ministre des Finances pour qu'on puisse trouver une solution, qu'on puisse carrément régler cette question. Les syndicalistes des régies appellent leurs membres à travailler dans le calme car ils sont en négociation avec le ministre. Et en attendant toutes ces réalisations, nous demandons aux agents de vaquer à leurs occupations jusqu'à ce que nous allons voir clair dans la situation puisque nous sommes en négociation maintenant avec le gouvernement. Nous savons que les agents ne seront pas d'accord avec nous
Mais lorsque dans les syndicats nous disons, vous avez commencé les négociations, vous devez déposer les armes. La mobilisation des recettes, priorité nationale du président de la République, ne pourra réussir qu'avec un bon traitement et une bonne motivation des agents et cadres des régies financières. Restons encore aux finances pour vous dire qu'une mission du département Afrique du Fonds monétaire international FMI, conduite par Mauricio Villafuerte, a séjourné pendant une semaine à Kinshasa. Elle a présenté mardi 25 février 2020 les premières conclusions de son évaluation à mi-parcours du programme de référence au ministre des Finances José Sele et Yalagouli. Les détails dans ce reportage. Débutée le 19 février, la mission du FMI s'est achevée le mardi 25 février. Le ministre des Finances explique en quoi elle a consisté. Comme vous le savez, nous sommes dans un programme de référence avec le Fonds monétaire international depuis le 16 décembre 2019. Il était prévu une première revue de ces programmes, donc les critères, ce qu'on appelle les critères de réalisation quantitative, c'est en jargon technique un peu pour voir les niveaux de déficit du budget et quelques repères structurels, ça veut dire les réformes qu'on devrait mettre en place. Et donc cette mission est venue procéder à l'évaluation de résultats atteints au terme de la première revue du programme, donc à fin décembre. L'Argentine nationale revient sur les conclusions de cette mission d'évaluation de l'équipe du FMI. On a déjà gagné un premier pari, c'est celui de l'évaluation des critères et des repères à fin décembre. Le Fonds monétaire nous a donné un satisfecit. Maintenant, il reste la prochaine étape à fin mars, donc nous sommes obligés de faire des efforts, en tout cas en ce qui concerne le niveau de déficit budgétaire qu'on a observé au mois de janvier et qu'on observe déjà aussi au mois de février. Donc il faut pouvoir les contenir dans les limites acceptables. C'est pour ça que j'avais exposé donc lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Mais je peux dire que l'ensemble du gouvernement, avec le chef de l'État en tête, est tout à fait mobilisé pour que nous puissions réussir ces paris à fin mars. Le gouvernement est tenu à zéro déficit à la fin mars 2020. Dans le cas contraire, le programme de référence sera sérieusement compromis et la RDC ne pourra pas accéder aux appuis budgétaires de la Banque mondiale, de la BAD, de l'Union européenne et d'autres partenaires multilatéraux. Et puis le vice-ministre des Finances, Junior Matamelanga, au nom du titulaire empêché, a lancé les travaux de l'atelier du Bureau central de coordination sur les fonds verts de l'ONU pour le climat. C'était à l'hôtel Pullman de Kinshasa mardi dernier. Pendant 3 jours, les experts du Bureau central de coordination et ceux du fonds vert pour le climat ont passé en revue tout ce qui peut finaliser l'accréditation de cette agence du gouvernement à cette instance des financements de lutte contre les changements climatiques. Une fois de plus, Jean-Luc Sekama et Etienne Abenga. Cet atelier des travaux préparatoires du Bureau central de coordination sur les mécanismes du Fonds vert pour le climat revêt un intérêt crucial. Le ministère des Finances appuie pour ce faire le BCECO. Avec les avancées enregistrées par le Bureau central de coordination, le ministère des Finances compte accompagner cette institution pour parfaire ce processus d'accréditation afin de soutenir des projets nationaux et permettre à notre pays de pouvoir atteindre les 21 milliards de dollars américains dans le cadre de notre contribution déterminée au niveau national, engagement pris par notre pays à la sortie des accords de Paris. La question qui taraude plus d'un observateur est de savoir si le BCECO est prêt pour l'accès au financement du Fonds vert. Et nous avons pensé que nous avons les atouts, nous avons l'expérience, nous avons les outils et nous avons les ressources pour pouvoir rencontrer les exigences. Mais en clair, la RDC ne manque pas d'atouts pour bénéficier des financements du Fonds vert. Les ressources en eau qui amènent les projets hydroélectriques. Le problème de la leadership dans le RED+, qui viennent d'être renforcés par les tourbières. Nous avons également l'ensoleillement du pays. On a un territoire vaste. Le BCECO, par son accréditation prochaine au Fonds vert, remplira davantage son rôle d'agence de développement, la RDC, à l'instar de l'AFD
en France, de l'Enable en Belgique, du DFID en Grande-Bretagne, de la Banque mondiale, etc. À l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, la carte jaune du COMESA a été l'objet d'un atelier dernièrement à Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, en faveur des opérateurs économiques, sociétés d'assurance et autres bénéficiaires des services d'assurance de la province. Retour sur ces assises dans ce reportage. Après la session de formation technique en faveur d'une vingtaine d'experts du secteur des assurances sur le régime de la carte jaune du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, tenue à Kinshasa pendant 3 jours, soit du 4 au 6 novembre 2019, les experts de l'autorité de régulation du contrôle des assurances ARCA ont mis le cap sur Goma dans le Nord Kivu pour le même exercice. Sur place à Goma, acteurs de la société civile, opérateurs économiques, institutions publiques, sociétés d'assurance et autres ont pris part à cette matinée d'information et d'échange sur la libéralisation du secteur des assurances et ses implications dans la vie des opérateurs économiques de la province, la carte jaune du COMESA étant une assurance automobile dans les pays membres. Poursuivre la libre circulation au sein des pays membres pour les autorités internationales, participer aux transporteurs internationaux sur la conformité aux exigences liées au système de l'assurance automobile dans les pays membres, faciliter le développement du commerce et du tourisme entre les pays membres, mettre en place un système commun pour le règlement des sinistres résultant de la libre circulation des marchandises et des personnes au sein de la communauté. Représentant le directeur général de l'ARCA empêché, Emmanuel Moutach, chargé d'études à l'ARCA, a souligné l'importance de cette carte jaune du COMESA et l'interdiction de souscrire à une assurance de tout genre à l'étranger, conformément au code des assurances en vigueur. Cette carte jaune est le prolongement de votre assurance automobile nationale qui, elle, est obligatoire. Cette carte jaune est émise pour faciliter la libre circulation dans les pays frontaliers membres du COMESA. L'article 286 du Code des assurances stipule qu'il est strictement interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'une entreprise non agréée par l'ARCA. Signalons que cette session de formation rentre dans le cadre du programme d'appui au processus d'intégration économique de la RDC au sein du COMESA, financé par l'Union européenne, permettant ainsi d'améliorer la participation du pays au programme d'intégration régionale dans le secteur des assurances, tout en facilitant l'utilisation de la carte jaune qui procure une couverture, une responsabilité civile et une indemnisation des frais médicaux consécutifs aux accidents de circulation occasionnés par les conducteurs de passage. Restons encore dans la province du Nord Kivu où la société Angel Cosmétique vient de voler au secours des déplacés de guerre de la province du Nord Kivu, notamment de Butembo et de Beni. Cette entreprise citoyenne vient de puiser dans ses bénéfices une enveloppe conséquente pour faire les dons de plus de 10 000 ménages victimes des atrocités de guerre de Matoto, Vusesa, Oisha, Mbau et Erengeti. Une grande délégation d'Angel Cosmétique et de l'agence Galaxy Media conduite par Jérôme Sekana Penepapa a séjourné du 23 au 23 février au 1er mars 2020 dans cette partie du territoire national. Suivez Jérôme Sekana, directeur général de l'agence Galaxy Media et agence conseil en communication d'Angel Cosmétique, qui explique ici l'objet et le déroulement de cette mission. Nous sommes venus ici au Nord Kivu, envoyés par Angel Cosmétique avec un don d'une centaine de tonnes constitué des vivres et non-vivres, haricots, sel, farine de maïs, sucre et j'en passe, mais également des médicaments et des vivres, des non-vivres destinés à nos compatriotes victimes des atrocités barbares qu'on enregistre aussi bien à Butembo qu'à Beni. Et nous avons travaillé avec Caritas Congo, Beni Butembo,
qui a préparé le terrain avec nos experts, et grâce à Caritas Congo, nous avons pu identifier beaucoup de nos compatriotes victimes de ces atrocités. Mais les moyens d'Angel Cosmétique étant limités, nous ne pouvions pas servir tout le monde. Nous nous sommes intéressés aux sinistrés des sinistrés. C'est ainsi que nous avons été à Butembo, vous savez ça, nous avons été au centre où nous avons distribué plus ou moins 40 tonnes. Et dès là, nous sommes rentrés ici à Béni. Nous avons travaillé bien sûr avec toutes les autorités, que ce soit à Béni ou à Butembo avec les maires, mais également les bourgmestres des communes où sont hébergés les déplacés des guerres, les déplacés des atrocités. À Béni, nous avons été à Mangina, nous avons été à Bingo, nous avons été à Béniville où nous avons distribué au centre, à l'hôpital général des références de Béni, des médicaments pour 4 centres qui ont été sélectionnés pour réceptionner les médicaments, parce que ces médicaments sont destinés bien sûr à nos compatriotes victimes des atrocités, mais nos compatriotes n'ont pas des hôpitaux. Nous avons sélectionné des hôpitaux ou des centres hospitaliers qui soignent déjà les déplacés gratuitement. Et nous avons, ensemble avec les autorités locales, trouvé une formule qui veut que les intéressés puissent obtenir d'abord un jeton qui leur permette de pouvoir accéder à ces soins gratuitement. Nous avons été à Oicha où nous avons distribué des vivres et non-vivres, mais également des médicaments destinés à nos compatriotes qui sont rassemblés comme déplacés à Oicha, mais également ceux de Mbao et des Ringeti, parce que c'était une quantité énorme, plus ou moins 60 tonnes, et nous avons pu aujourd'hui clôturer avec notre mission. Nous sommes très très satisfaits de cette mission dans la mesure où nous avons touché du doigt les difficultés que connaissent nos compatriotes victimes des atrocités. Nous avons compati avec eux au nom d'Angel Cosmétique, et ce qui nous a le plus vraiment touché, c'est la manière dont les intéressés nous ont accueillis, parce qu'ils étaient dans les besoins, et ils nous ont dit que c'était pour la première fois qu'ils recevaient ces genres de dons, y compris des médicaments, et qu'ils étaient, pour eux, c'était la manne qui tombait du ciel. Pour d'autres, ils nous ont même dit que voilà, Gandhi disait que si Dieu pouvait se manifester devant ceux qui étaient affamés, c'est à travers la nourriture. Et à travers le geste d'Angel Cosmétique, ils ont vu les résultats de leurs prières adressées à Dieu. Mais partout où nous sommes passés, nous avons dit à nos compatriotes, et c'est au nom d'Angel Cosmétique, que les dons en soi ne représentaient pas la solution à leurs problèmes. La solution à leurs problèmes, c'est la paix. Pourquoi? Parce que ces compatriotes sont des cultivateurs, sont des commerçants, sont des éleveurs, ce sont des gens qui savent se prendre en charge. Ce sont des gens qui n'aiment même pas la mendicité. Mais comprenez, ils ne sont plus chez eux. Ils ont abandonné leurs champs. Ils dorment à la belle étoile. Ils n'ont plus de médicaments. Et lorsqu'ils sont dans cet état-là, ils sont vulnérables. Ils deviennent fragiles. Et lorsqu'Angel Cosmétique vole à leur secours, et ces secours les trouvent dans cet état-là, pour eux, en tout cas, ils bénissent l'Éternel. Comme vous l'avez suivi dans cette interview, l'entreprise citoyenne Angel Cosmétique s'est préoccupée également de l'état de santé des victimes des guerres. 5 tonnes, entendez bien, 5 tonnes de médicaments ont été distribués pour soigner gratuitement toute forme de différentes pathologies. Le docteur Serge Nkoy, médecin, directeur du centre hospitalier Ladi Biaboula Sekana, explique ici, dans cette interview réalisée avec lui,
comment la sélection des produits pharmaceutiques a été faite. Le docteur Serge Nkoy est au micro de Patience Vumilia. Ce que nous avons fait, c'était de voir les pathologies courantes et surtout les problèmes qui se posent avec acuité auprès de nos compatriotes déplacés des atrocités de guerre. Et les lots que nous avons mis à leur disposition est constitué des antipyrétiques, des analgésiques, des anti-inflammatoires, stéroïdiens et non stéroïdiens, des antibiotiques de différentes classes, des antipaludéens, des antidiabétiques oraux, des anti-hypertenseurs, des anti-anémiques, des suppléments martiaux. Et nous avons aussi pensé à des kits pour l'obstétrique et la chirurgie, c'est-à-dire un kit fait des produits anesthésiques locaux et généraux, les différentes suturations, c'est-à-dire les fils de suture, les bandages ou les contations, le gaz hydrophile, le watt. Mais en dehors de cela, les kits aussi pour les grippes parce que le milieu est vraiment sablonneux, poussiéreux. Donc il y a des grippes saisonnières. Alors en ce moment, nous faisons face à des antitoussifs, des gouttes nasales, des désinfectants de la bouche, les antidiarrhéiques, les antiseptiques des voies digestives, ainsi que les trousses de perfusion, de transfusion, sans oublier les seringues, le cathéter, les épis crâniens et les sondes vésico-adénaires. Retour ici à Kinshasa pour parler à présent du Fonds de promotion de l'industrie FPI, dont le directeur général Patrice Kité-Biki-Bolmvoul a assisté vendredi 28 février 2020 à la mise à flot de 2 nouvelles barges construites sur financement de son institution. Ces engins flottants des établissements Malila-Nzenzé vont permettre à la population de l'intérieur du pays, et plus particulièrement de l'espace Kassai, d'évacuer leurs produits agricoles vers les centres de consommation. C'est un reportage signé Jocelyn Baba et Fanfa Makitou. Établissement Malila-Nzenzé, port de Marsavco au bord du fleuve Congo, commune de la Gombe. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kité-Biki-Bolmvoul et son adjoint Boniface Kassembe assistent à la mise à flot de ces 2 nouvelles barges d'une capacité de 500 tonnes chacune. À moins de 3 mois d'intervalle, l'établissement Malila-Nzenzé, qui a obtenu un prêt du FPI, vient d'honorer ses engagements vis-à-vis de cet établissement public à caractère technique, économique et financier. Avec cette deuxième mise à flot de ces barges pour desservir les Kassai et désenclaver notamment la ville de Mbuji-Mayi pour son approvisionnement en produits manufacturés. Le projet pilote, c'est d'approvisionner Mbuji-Mayi d'une manière régulière pour faire descendre les prix et pour amener vraiment de grandes quantités de carburant, de farine, de sucre, de ciment, etc. pour faire baisser les prix à Mbuji-Mayi. C'est vraiment ingénieux. Les résultats, aujourd'hui ce n'est que la mise à l'eau, mais les résultats, rendez-vous dans 1 mois et demi à Mbuji-Mayi. Et vous verrez l'impact. Il y aura vraiment un grand impact parce que nous, avec des bateaux, quand on amène, c'est 1000, 2000, 3000 tonnes. C'est pas comme un camion qui arrive avec 10 tonnes ou 15 tonnes. Nous, c'est de très grandes quantités. Donc, on va envahir le marché de Mbuji-Mayi et Kananga aussi. Il y est de signaler que l'établissement Malila-Nzenzé est spécialisé dans le transport fluvial des produits agricoles et manufacturés du lieu de production vers les centres de consommation. Avec ces nouvelles acquisitions, l'établissement Malila-Nzenzé s'est enrichi d'une flotte de 18 barges et autres équipements capables de desservir le fleuve Congo et ses principaux affluents, ainsi faciliter le transport des marchandises en toute sécurité. Coup de chapeau donc au FPI et ses dirigeants qui ne ménagent aucun effort pour contribuer au développement du pays grâce à ses appuis financiers aux promoteurs des projets. Toujours au Fonds de promotion de l'industrie, cadres et agents de cet établissement public ont évalué vendredi 28 février 2020 dans l'enceinte de cet établissement public les actions menées par la délégation syndicale qui, à son tour, a établi son bilan à mi-mandat. Objectif poursuivi par le comité syndical, sensibiliser les cadres et agents du FPI à la responsabilité et à la bonne gestion de l'information au sein de l'entreprise. Geneviève Mizegele et Landrine Niangui pour les détails.
Après 18 mois passés à la tête de la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI, il était temps pour le comité Thierry Tamboué de faire un bilan à mi-mandat et rappeler l'Assemblée générale les 4 promesses initiales faites les jours de son installation. Il s'agit de l'amélioration des salaires et conditions socio-professionnelles, de l'égalité des droits de santé, de la cristallisation des décomptes finaux, ainsi que du respect des textes réglementaires. Des promesses, selon les présidents de la délégation syndicale, sont tenues. Nous avons l'honneur de vous relever qu'au-delà de nos 4 promesses initiales, nous avons obtenu aussi la réduction sensible des commissions de discipline grâce au dialogue et à la prévention. Ici est de signaler que depuis 18 mois, soit une année et demie, nous n'avons connu qu'une seule commission de discipline. L'acquisition de la concession Manoa de Lubumbashi pour les collègues et cadres du FPI, du Haut-Katanga. L'octroi des crédits véhicules neufs pour tous les directeurs et quelques fondés de pouvoir. La suite viendra. Le paiement de la prime de diplôme avec effet rétroactif de 24 mois pour nos collègues engagés à partir de 2016. Le fonctionnement du fonds social sans interférence de la direction générale. À ce jour, nous avons réussi à débloquer 2 546 629 $ américains au titre des prêts et avances au personnel. La prime de permanence des comptables. Le paiement d'une prime de risque ponctuelle pour nos collègues de Béni. L'amélioration du climat du travail à Lubumbashi lors de notre mission effectuée en juillet 2019 par des activités telles que la sensibilisation. À l'issue de cette assemblée, des recommandations ont été formulées en vue d'améliorer davantage les rendements au sein de l'entreprise. La principale recommandation, que les agents et cadres se mettent au travail, puissent utiliser les moyens légaux, les moyens tels que prévus dans les conventions collectives, au lieu d'utiliser des réseaux sociaux, d'utiliser d'autres moyens qui en fait affaiblissent le rendement de notre travail, mais qu'on puisse travailler dans l'unité et que s'il y a des revendications, que ce soit pour en matière de grade, que ce soit en matière de promotion, que cela puisse passer dans, même la cotation, cela puisse passer dans la filière normale, administrative, comme il se doit. D'autres réalisations ont été enregistrées pour la paix sociale au sein du FPI. Et puis, dans le Congo profond, le Fonds de promotion de l'industrie finance la construction de la centrale hydroélectrique de Tchibassa. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. Une équipe mixte des experts du FPI et ceux de la firme kosovar Grand International Group séjourne dans la province pour recueillir les données fiables pour mener à bien les études de faisabilité selon les normes requises. Cette centrale sera construite dans l'optique de desservir en énergie électrique la ferme d'Aipen de Lukelenge, réhabilitée et déjà opérationnelle, mais aussi la ville de Mbujimai. Les détails sont dans ce reportage de nos confrères de la cellule de communication du Fonds de promotion de l'industrie. Nous sommes au site de Tchibassa, sur la rivière Lubilongi, dans le territoire des Lupatapata, dans le Kasaï oriental. Sur cette rivière sera construite, dans le tout prochain jour, une centrale hydroélectrique. Un ouvrage qui sera financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Ce projet se définit dans le plan d'action prioritaire du FPI, suivant les orientations du programme du gouvernement. La première phase du projet a été lancée. Elle consiste à la collecte des données utiles et approfondies afin de mener une étude de faisabilité détaillée. Pour ce faire, une mission conjointe des experts du FPI et de la firme kosovar Grand International Group est sur le terrain. Jour après jour, ils mènent des études bathymétriques afin d'en déterminer la topographie et dégager les potentialités de la future centrale hydroélectrique de Tchibassa. François Mpouila Mukendi, directeur adjoint aux études au FPI, conduit cette mission de prospection. Nous sommes dans la phase de collecte des données. Les données doivent être analysées pour qu'on puisse nous donner des indications claires et certaines. À ce stade, on ne peut pas dire présager sur ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, ils cherchent à maîtriser la vitesse pour qu'ils conseillent avec quel type de matériaux on doit faire le génie civil de la centrale et quelle est l'inclinaison. Tous ces éléments sortiront
des rapports sur leur étude technique approfondie. Bien évidemment, cette étude sera suivie d'une autre qui va concerner le transport et la distribution vers la ville de Mbuji-Mayi et de ses environs, en l'occurrence la ferme de Daipen Lukelenge réhabilitée par le FPI dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Daipen Lukelenge produit déjà des poulets de chair et des œufs. Sa réhabilitation devra développer une constellation d'activités dans les environs et pour y parvenir, il va falloir disposer de l'énergie électrique suffisante, la raison d'être de la centrale hydroélectrique de Tchibassa. Autre infrastructure dans les viseurs du FPI pour financement des travaux, c'est le port de Ndomba sur la rivière Loubi dans les territoires de Kabea-Kamwanga, toujours dans le Kasaï oriental. La mission, composée des experts du Fonds de promotion de l'industrie et de la société kosovare Grand International Group, collecte déjà les données nécessaires en vue de la réhabilitation et la modernisation des infrastructures du port de Ndomba, longtemps demeuré à l'abandon. Reportage. Cette mission composée des experts du Fonds de promotion de l'industrie et de la société kosovare Grandi International Group est dans le Kasaï oriental dans le but de collecter les données nécessaires et approfondir les études de faisabilité détaillées en vue de la construction, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures du port de Ndomba en abandon depuis plusieurs années. Ndomba est une contrée du territoire de Kabea-Kamwanga dans le Kasaï oriental à plus ou moins 70 km de la ville de Mbuji-Mayi. Sa position le long de la rivière Loubi qui se jette dans la rivière Sankourou qui à son tour se jette dans la rivière Kasaï et celle-ci dans le fleuve Congo pourra favoriser le désenclavement de plusieurs entités, notamment la ville de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankourou, qui souffre cruellement des connectivités. Outre la construction des quais, l'installation des engins de manutention, la construction des entrepôts, des bâtiments administratifs et du terminal pétrolier, les experts de Grandi International Group devront aussi prélever les données topographiques pour l'asphaltage des routes Ndomba-Mbuji-Mayi et Ndomba-Kananga. Cela afin de créer la connectivité économique par voie fluviale entre Kinshasa et 3 chefs-lieux de province. Nous parlons de Lusambo au Sankourou, Mbuji-Mayi au Kasaï oriental et Kananga au Kasaï central. Un projet salutaire pour les habitants du secteur de Ndomba, comme l'affirme Faustin Kabeya Mutampai. Il est le chef de secteur. Ça fait des décennies que le secteur de Ndomba est resté enclavé et voici une surprise agréable que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de faire aujourd'hui aux enfants de ce secteur par la réalisation de ce projet de construction de la route Mbuji-Mayi Ndomba Kananga afin de nous faciliter la circulation, mais aussi de biens et services. La construction de ce port pour la relance des activités dans notre territoire de Kabea-Kamwanga est une très bonne chose. Nous sommes donc très satisfaits car l'homme est mis au centre de toutes les actions du président tel que lui-même ne cesse de le dire, le peuple d'abord. Nous sommes très contents de ce geste et vous assurons tout notre soutien et accompagnement dans toutes les opérations et activités que vous allez mener pendant toute la période d'exécution de ce projet. Il faut rappeler que le FPI a signé le 28 janvier dernier un protocole d'entente avec la société égyptienne Hassan Alam Construction pour le projet de construction de ce port de Ndomba et d'autres infrastructures associées. Retour ici à Kinshasa pour voir les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 29 février 2020. Philon Cholet a prélevé ces tendances sur ces différents marchés. Voici les détails. La tendance haussière des prix des denrées alimentaires se poursuit sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant les riz, les prix des sacs de 50 kg est passé de 66 400 francs congolais à 67 000 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. 67 400 francs congolais au marché central dans la commune de Lagomé. 67 200 francs congolais au marché Zikida dans la commune de Kinshasa et 67 300 francs congolais au marché Gambela dans la commune de Kassavubu. Pour les sucres, les prix des sacs de 50 kg qui coûtaient 92 000 francs congolais se vend actuellement à 96 000 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où ce même produit est passé
de 96 700 francs congolais à 97 200 francs congolais. Au marché Zikida, on peut l'avoir à 97 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il coûte 97 300 francs congolais. Cette hausse des prix est due à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Légère baisse des prix de poissons chinchard sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un carton de 20 plus 30 kg est passé de 137 400 francs congolais à 136 000 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tableau au marché central où les prix de ces mêmes produits est passé de 136 400 francs congolais à 136 200 francs congolais. Au marché Zikida, de 137 000 francs congolais à 136 500 francs congolais et 136 000 francs congolais, c'est le prix d'un carton de poisson chinchard au marché Gambela. Concernant les haricots, les prix d'un sac a coûté 230 $ américains au marché de la Liberté, 220 $ américains au marché central, 215 $ américains au marché Zikida et 235 $ américains au marché Gambela. Terminons ce tour d'horizon des prix avec les maïs graines en provenance de la province du Congo central et celle du Kwilu qui a connu une hausse des prix passant de 1000 francs congolais à 1300 francs congolais au marché de la Liberté pour un bol. Au marché central, ce même bol se vend actuellement à 1200 francs congolais et au marché Zikida, on peut l'obtenir à 1300 francs congolais. Au marché Gambela, il coûte 1200 francs congolais. Cette hausse des prix du maïs graine est due essentiellement aux difficultés d'évacuation de ces produits à cause du délabrement des routes des desserts agricoles dans les zones de production. Voilà donc les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 29 février 2020 sur les différents marchés de Kinshasa. Sur le marché de change, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 28 février 2020 $1 américain à 1695,01 francs congolais, 1 euro à 1859,93 francs et 1 franc CFA à 2,835 francs congolais. Au samedi 29 février 2020, au parallèle cette fois-ci, les taux étaient à 1700 francs le dollar américain dans la majorité des communes de Kinshasa et à 1745 francs le dollar précisément sur l'avenue Lukusa au centre-ville de la capitale. À l'aéroport international d'Njili, le taux demeure inchangé depuis plusieurs mois maintenant à 1650 francs congolais, 1740 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Mbanzangungu, dans la province du Congo central, le dollar américain s'est négocié à 1650 francs, 1700 francs à Goma dans la province du Nord Kivu et à Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, le billet vert s'est négocié à 1730 francs congolais et 1740 francs à Kisangani dans la province de la Chopo. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kindu. Nous sommes là dans la province du Maniema où $1 américain a valu 1750 francs congolais. Une situation renforcée par la rareté du billet vert remarquée dans cette ville. Sur le marché international, l'épidémie de coronavirus continue de perturber les cours des principales matières premières. Et pour preuve, le prix du cours du brut est en baisse de 1,67%, le baril à Londres à 50,50 $ américains et 2,16% de baisse également à 45,29 $ américains le baril à New York. La tonne du cuivre s'est négociée à 5617,90 $ américains en baisse de 0,79%, chute du prix de la tonne du cobalt de 1,49% qui a terminé la semaine à 33 000 points et forte baisse de 4,70% pour l'once d'or qui s'est vendue à 1564,10 $ américains. Côté produits céréaliers, moins 1,08% pour la tonne du maïs qui a coûté 367 $ américains, plus 0,67% pour la tonne du riz qui s'est vendue à 13,52 $ et baisse de 2,08% côté blé dont la tonne s'est négociée à 529 $ américains. La tonne du café est restée en hausse de 0,62% à 111 $ américains, baisse par contre pour la tonne du cacao
de 2,45%, se vendant à 2672 $ américains. Et enfin, le coton a bouclé la semaine en forte baisse de 6,08% à 61 $ américains la tonne. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission Fiscalité et Développement. Vous retrouverez au cours de ce mois de mars dédié à la femme, l'équipe forte des femmes de l'agence Galaxy Media pour vous présenter Fiscalité et Développement. Quant à moi, je vous dis au revoir, excellente suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.